Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le complexe de santé et la clinique médicale de la Vallée verront le jour au pied de la Côte-Joyeuse à Saint-Raymond au printemps 2019. L'organisme d'aide aux familles Carrefour FM inaugure ses nouveaux locaux rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. Triport Portneuf a ouvert les portes de son nouvel atelier de travail dans l'ancienne caserne des pompiers à Ville de Portneuf. Nous parlerons du jour du souvenir avec le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, et Philippe Gignac, deux retraités des Forces armées. Le spécialiste du non-verbal, Christian Martineau, était le conférencier de la SADC cette semaine. Nous l'avons rencontré. Sur la scène culturelle, nous parlerons théâtre avec deux membres du club Lyon et David Alexandre nous fera part des sorties culturelles. Bonne émission. En point de presse, ce mercredi après-midi, les promoteurs d'un complexe de santé à Saint-Raymond, Castella Construction et Uniprix, Marc Picard et Stéphanie Simard, ont donné plus de détails sur l'ampleur du projet et souligné le chantier de construction par une pelletée de terre symbolique. Le complexe de santé de la Vallée et la clinique médicale de la Vallée verront le jour en 2019 au pied de la Côte-Joyeuse, au coin des rues Saint-Cyril et avenue Saint-Jacques, à l'entrée du centre-ville, et abritera la pharmacie au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés, ainsi que différents spécialistes en soins de santé, dont des audioprothésistes et une clinique médicale composée d'au moins 6 médecins à l'étage. La construction et l'aménagement de l'édifice de 20 000 pieds carrés avec un ascenseur est évalué à environ 4 millions de dollars. Les promoteurs ont choisi de revêtir l'immeuble en briques rouges qui caractérisent le centre-ville de Saint-Raymond. La clinique médicale devrait ouvrir ses portes en mars 2019 et les quelques 65 employés de la pharmacie seront relocalisés au début de l'année 2020. Actuellement, 4 médecins, le doyen Jean Shields et 3 jeunes nouveaux médecins, Renaud Lambert-Julien, Kalilou Saint-Onge et Vincent Séguin, se sont engagés par un bail à pratiquer leur médecine, certains à temps partiel, dans ce nouveau complexe. Le docteur Jean Shields entend transférer ses équipements médicaux et informatiques actuels dans la future clinique médicale et une salle de chirurgie mineure pourrait être disponible aux médecins. On espère, à partir de ces nouvelles installations, attirer d'autres médecins et spécialistes pour compléter l'offre de services avec l'hôpital régional à Saint-Raymond. On souhaite aussi pallier au départ à la retraite, bientôt, de 5 médecins qui pratiquent à Saint-Raymond. Selon le maire Daniel Dion et aussi porte-parole du comité santé dans Portneuf, un nouveau médecin est attendu l'an prochain. À Saint-Raymond, on a choisi d'opérer la clinique médicale sous la forme juridique d'un OBNL, organisme à but non lucratif, ou une coopérative. C'est à l'étude actuellement, comparativement à Donnacona, où le futur complexe de santé qui a été annoncé la semaine dernière sera entièrement géré par une entreprise privée. L'organisme à but non lucratif qui a été créé à Donnacona en 2005, Gestion Santé Secteur Sud-Est de Portneuf, sera dissous et ses opérations seront transférées à l'entreprise Medway.
À Saint-Raymond, les promoteurs, médecins, pharmaciens et spécialistes ont décidé de favoriser l'esprit communautaire avec un conseil d'administration représentatif de la communauté et qui donne accès aussi, il faut le dire, à du financement public pour faciliter les premières années d'opération. Écoutons Marie-Josée Texera et Luc Lortier de Castella Construction. La structure va permettre de supporter les opérations des premières années qui ne seront pas tout à fait rentables, là, donc parce qu'on attend les futurs médecins. Donc, ça prenait des entrepreneurs pour faire le projet, mais il y a quand même un risque à supporter tout ça pour le moment. Ça fait il y a un volet aussi que... Il y a un volet communautaire, c'est-à-dire qu'il y a du financement qui va pouvoir aller... On va pouvoir siéger sur le conseil d'administration des professionnels, un médecin, un propriétaire de l'immeuble. Il va y avoir aussi des citoyens de Saint-Raymond qui vont être sur le conseil d'administration, mais tout ça est en réflexion présentement. Ce qu'on veut, c'est que la clinique appartienne à la population de Saint-Raymond. Donc, tout ce qui va être investi dans la clinique, que ce soit par le promoteur ou par des donateurs ou des gens qui vont participer, ça va rester à la population de Saint-Raymond. Donc, ça, c'est important de le dire. L'idée de laisser la gestion de la clinique médicale à une entreprise privée a été étudiée, mais n'a pas été retenue par crainte de perdre le contrôle. Écoutons Luc Lortie. On aurait pu faire venir un groupe de l'extérieur. Par contre, c'est beaucoup plus rigide. On aurait eu des loyers qui auraient été plus élevés. On n'aurait pas eu le contrôle sur nos loyers au niveau de la clinique. Fait qu'à moyen terme ou à court terme, ça aurait peut-être été... ça ne fait pas de différence, mais à long terme, je crois qu'on va tous gagner là, à avoir le contrôle de nos affaires et non d'avoir des grosses structures qui est en ville puis qui arrivent qui imposent des tarifs qui vont monter parce que la clientèle de médecins va changer, là. Les dirigeants bénévoles et partenaires de l'organisme d'aide aux familles Carrefour FM à Saint-Raymond ont inauguré le jeudi 1er novembre dernier leurs nouveaux locaux dans une maison située au 759 rue Saint-Cyril. L'acquisition de la maison et les rénovations nécessaires auront coûté près de 300 000 $, 225 000 pour l'achat. Carrefour FM était locataire sur la rue Saint-Ignace à Saint-Raymond depuis 2007. Les espaces étaient rendus trop restreints, de même que les aires de stationnement. De plus, l'organisation a dû subir 2 inondations de la rivière Sainte-Anne, dont celle de 2014 et où les pertes ont été considérables. Le déménagement de la rue Saint-Ignace à la nouvelle résidence s'est déroulé en avril dernier. La Caisse des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine a investi 30 000 $ au projet dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. La MRC de Portneuf, 18 000 $, la Ville de Saint-Raymond, 15 000 $, en plus d'aider financièrement l'organisme à chaque année. Centraide Québec Chaudière-Appalaches y contribue pour 15 000 $ et Home Depot Canada s'est impliqué dans les rénovations pour 10 000 $. De plus, 12 bénévoles ont cumulé plus de 275 heures de travaux, de peinture et différents donateurs ont aidé à meubler et à équiper les locaux, dont le SOS Accueil, Renault Compagnie, les services Technipro et le Canadian Tire. Des employés de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont aussi réalisé une corvée en juillet dernier pour aménager les aires extérieures dans le cadre du programme Action d'Alcoa. La mission première de Carrefour FM est d'accompagner et de soutenir les personnes dans leur démarche de reprise en main face à la rupture de leur projet familial. L'organisme existe depuis 1971 et offrait l'aide particulièrement aux veuves. Puis s'est ajouté un peu plus tard l'aide aux familles et aujourd'hui, on offre des services aux familles monoparentales, aux familles recomposées et aux personnes seules de tout le territoire de la MRC de Portneuf. Depuis leur arrivée dans la nouvelle résidence, les dirigeants ont noté une hausse de participation dans l'ensemble des services. La circulation de l'information, les rencontres de groupe, les différentes interventions et l'aide alimentaire sont les 4 volets de service de Carrefour FM. Écoutons la coordonnatrice Christine Châteauvert.
premier volet davantage au niveau de l'information. Donc, l'accueil, l'écoute et références, le prêt de livres, l'accès Internet, nos ateliers d'information et également des conférences qui sont offertes à toute la population. On en fait à Saint-Raymond ici et également à Donnacona. Deuxième volet, un volet davantage social, donc pour but de briser l'isolement social, des groupes de café-causerie, les rendez-vous actifs, des activités familiales et également des ateliers de cuisine enfants-parents. Troisième volet, le volet de l'intervention. Donc, pour les gens qui vivent une séparation, on a un service d'accompagnement pour les personnes vivant une séparation. Donc, c'est offert autant aux hommes qu'aux femmes, puis on se déplace vraiment sur tout le territoire. De l'intervention individuelle est également possible et offert à tous nos membres. Et le dernier volet, c'est le volet d'aide alimentaire et qui là est plus spécifique au niveau des personnes à faible revenu. On parle alors des cuisines collectives, ici à Saint-Raymond, à Donnacona et à Saint-Marc-des-Carrières à tous les mois. Également du dépannage alimentaire d'urgence. Donc, on va porter à domicile pour des gens qui se retrouvent en contexte d'urgence alimentaire. Là, ça peut être dans les 18 municipalités. Carrefour FM compte 4 employés et plus d'une quarantaine de bénévoles font leur part à chaque année. Son budget annuel tourne autour de 230 000 $. C'est Martine Labrie, directrice de la Maison Mirepi, qui est la présidente du conseil d'administration de Carrefour FM. On estime à plus de 225 le nombre de ménages qui ont pu bénéficier de services au cours de la dernière année, touchant quelques milliers de personnes provenant des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Le partenariat entre 3 autres organisations communautaires, le Cerf-Volant de Portneuf, l'Association des traumatismes crâniens des Deux-Rives et le Centre d'alphabétisation L'Ardoise est reconduit. Ces organismes utilisent les locaux de la résidence pour offrir des activités à leurs membres. Moisson Québec livre une bonne quantité de nourriture à chaque semaine. À Ville de Portneuf, dimanche dernier, les dirigeants, des élus, différents partenaires, collaborateurs et des usagers ont ouvert les portes du nouvel atelier de travail Triport qui a été aménagé dans l'ancienne caserne des pompiers de la Ville de Portneuf. Triport Portneuf est une entreprise d'économie sociale œuvrant dans le recyclage du bois et offre un plateau de travail à une quinzaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou atteinte du trouble envahissant du développement. L'organisme avait pignon sur la rue Notre-Dame à Donnacona avant qu'un incendie majeur, le 2 janvier 2018, mette fin à ses opérations. Le président du conseil d'administration de Triport Portneuf, Pierre Beaupré, n'a pas hésité à témoigner du bonheur qui se dégageait des usagers dès le retour des opérations le 15 octobre dernier. Je peux vous dire que ce qu'on appelle nous les usagers, nos travailleurs comme tels, si vous aviez vu la belle réponse qu'on a eue quand on a ouvert, ils étaient heureux, là, ça se peut pas. Ça se peut pas. Regarde, ils sont bien dans ce milieu-là. Ils sont respectés, puis ils sont en contact avec beaucoup de monde qui viennent pour acheter, puis voir. Puis ça, là, ça vaut tout l'argent au monde. Triport soulignera en juin 2019 ses 25 ans d'existence sous sa forme actuelle. Michel Gagnon, l'actuel secrétaire trésorier, aura été l'initiateur il y a 25 ans. M. Gagnon était chef de service au Centre de déficience intellectuelle à Pont-Rouge. Il nous raconte la suite. À un moment donné, les éducateurs arrivaient au bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens qu'ils ne soient pas ce journée assis à faire des affaires qui sont tannent puis ils ne veulent plus faire. Tandis qu'ils pourraient travailler ailleurs, soit dans un atelier ou à une maison, ou un magasin ou une ferme. J'avais entendu parler en 1994 que Emploi Québec, ou Travail Québec dans ce temps-là, est en train de former des corporations intermédiaires de travail. Puis il y avait beaucoup d'argent de disponible. Alors avec les éducateurs, on a présenté un projet qui a été accepté. Ça nous a permis de partir des ateliers. On avait un atelier de couture à Pont-Rouge et puis un atelier de menuiserie à Donnacona. C'est comme ça que ça a commencé. Puis en plus, on pouvait placer des gens pour aller travailler sur une ferme ou dans un magasin. Alors ça a commencé comme ça, la réinsertion. Une entente de financement de 5 ans a été conclue entre le CIUS de la capitale nationale, l'organisme Triport et la municipalité de Portneuf.
À Saint-Léonard, quelques 70 personnes ont assisté jeudi soir dernier à l'Assemblée publique d'information et de consultation portant sur le projet d'élevage porcin du maire Denis Langlois en bordure du rang Saint-Jacques. À la demande de la ville de Saint-Léonard, c'est la MRC de Portneuf qui a dirigé l'Assemblée qui se tenait à l'école Marie du Saint-Sacrement. Cette assemblée publique d'information et de consultation visait à écouter et répondre aux craintes de citoyens et la possibilité d'atténuer les inconvénients d'odeur s'il y a lieu. D'ailleurs, les citoyens ont manifesté leurs craintes face aux impacts sur la qualité de l'eau et de leurs puits artésiens, des odeurs possibles et de l'impact sur la valeur de leur résidence. Des représentants du domaine récréo-touristique au chalet en Boiron, à Sainte-Christine d'Auvergne, ont aussi manifesté leurs craintes sur la qualité de l'air et sur les plans d'eau du domaine. À partir de cette consultation et les commentaires qui suivront, dans un délai de 15 jours, en fait jusqu'au 16 novembre, la MRC soumettra son rapport et la municipalité pourra émettre le permis de construction nécessaire aux promoteurs. Il faut rappeler que le projet a été jugé conforme à la réglementation d'urbanisation ou d'urbanisme de Saint-Léonard le 12 février et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a émis un certificat d'autorisation le 7 septembre dernier. Rappelons que Denis Langlois et son fils demandent un permis de construction à la municipalité pour modifier leurs installations porcines actuelles et construire une autre section de 5 nouveaux bâtiments. De 225 truies actuellement, il prévoit doubler ce nombre et atteindre près de 5 000 porcs à l'engraissement. On estime le projet à quelques 5 millions de dollars, incluant l'achat des terres voisines. M. Langlois soutient que son association avec le producteur de porc du Breton, à Rivière-du-Loup, garantit un élevage biologique et respectueux des nouvelles normes de bien-être animal et que la nouvelle technologie des déchets solides élaborés par du Breton élimine l'inconvénient des odeurs comparativement aux déchets animaux liquides que l'on retrouve dans la très grande majorité des éleveurs porcins. Si tout va bien, les travaux de construction débuteront au printemps prochain. Pour une 16e année, la SADC de Portneuf a invité les femmes d'affaires du Grand Portneuf et d'ailleurs à son activité de réseautage et de maillage intitulée « Femmes en réseau, femmes d'exception » ce mercredi 7 novembre à l'Auberge du Couvent à Saint-Casimir. Une quarantaine de femmes entrepreneurs, professionnelles ou travailleuses autonomes, on prépare l'activité. Réseautage, témoignages, souper, ateliers et conférences étaient au menu de la journée. Cette année, le conférencier invité était un spécialiste du non-verbal. Depuis plusieurs années, Christian Martineau a travaillé comme formateur auprès de différentes entreprises, associations et paliers de gouvernement, comme les Forces armées canadiennes, pour offrir une formation sur le non-verbal. Devant les femmes d'affaires, Christian Martineau a livré une conférence intitulée « Les 12 secrets de la communication non-verbale en affaires ». Nous l'avons rencontré juste après sa conférence. Oui, ça va très bien. Vous-même, vous venez de sortir d'une conférence justement auprès des femmes d'affaires de la SADC dans Portneuf. Si je vous demandais tout d'abord d'où vient cet intérêt justement chez vous de parler de la communication non verbale? Alors, ce qui s'est passé, un super groupe en passant, il était vraiment délectable, c'est un groupe qui était pas mal plaisant. Voilà, c'est que dans le passé, j'ai occupé un poste de directeur des ventes et puis j'avais une équipe qui se rapportait à moi. Puis je me disais que le non-verbal, c'est important, puis qu'il y aurait sûrement des signes qui seraient des signes qui pourraient nous montrer de l'intérêt chez un client ou des objections. Donc, oui, il y a ce que la personne dit, mais aussi, dans le fond du message, c'est qu'est-ce que le corps dit. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis j'ai étudié pendant 3 ans de temps. Et finalement, je suis devenu pas mal bon sur la lecture. Qu'est-ce qu'on étudie, justement, au cas? On va voir les positions sur une position de chaise. Il y a 9 positions sur une chaise. On va voir, il y a à peu près une douzaine de positions sur les mains qui sont intéressantes. On va voir l'importance des mains dans la communication. C'est-à-dire que plus une personne est preneur, si je permets, comme par exemple de ce document-là, si vous me proposez quelque chose, plus la personne va avoir tendance à toucher à l'objet, plus elle va t'intéresser. C'est pas différent d'un couple, hein? On s'aime, on se touche, on s'énerve, on se tasse. Donc, quelqu'un qui va tasser un document peut-être juste d'1 centimètre va nous révéler finalement que c'est pas un document qui vient de tasser d'1 centimètre, c'est une objection où est-ce que la personne ne veut pas avoir ce produit-là. Alors là, il y a tout un processus de communication pour en venir à bout, mais c'est des indications sur l'intérêt. Ça a commencé vraiment véritablement comme ça au tout début.
Oui. Et vous avez spécialisé votre approche dans le monde des affaires, particulièrement? Oui, c'est ça. Cette formation-là, cette conférence-là qu'on vient d'avoir, c'est les 12 secrets de la communication non verbale en affaires. Je l'applique à toutes les circonstances. Je l'applique dans la vente. Je l'applique aussi en enquête. Donc, des formations sur les enquêtes. En fait, avec un contact humain. Donc, ça peut être avec des gens qui doivent savoir si la vérité ou si c'est le mensonge. Dans le secteur des affaires, en psychothérapie, bref, c'est bon pour à peu près dès qu'il y a un contact humain avec quelqu'un. C'est très, très utile. Mais justement, quels sont les avantages de connaître ces secrets-là ou ces expressions non verbales? Ça nous permet de savoir les véritables motivations d'une personne. C'est comme un peu lire un peu à l'intérieur de la personne, savoir s'il y a de l'intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, s'il y a de l'ouverture, s'il y a de la fermeture, si c'est de la vérité, si c'est du mensonge. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de choses dans la relation puis dans le rapport humain. Oui. Est-ce qu'on apprend ça dans les écoles, dans les universités? Ou... Bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de documentation qui est vraiment de la documentation qui est très, très, très intéressante. À titre d'exemple, là, je peux juste vous dire que s'il y en a une référence là-dedans, puis c'est un gars qui demeure au Québec, c'est Philippe Surchet. Alors, n'importe quel livre que vous prenez de M. Philippe Surchet, c'est un livre qui va vraiment être solide. Souvent, dans un livre d'à peu près 300 pages, il va y avoir 350, 400, 500 outils. Des petits signes pour mieux comprendre. Puis plus on en voit, bien, plus on est certain d'avoir raison. Oui. Vous avez fait des approches aussi au niveau de l'armée canadienne? Oui, j'ai fait de la formation, beaucoup de formation en fait, pendant presque 10 ans. Pas de façon quotidienne, mais on a des groupes, des troupes. Alors, ils n'ont pas le temps d'apprendre l'afghan lorsqu'ils partent en mission, mais comme le corps, c'est un langage universel, les gens quittent, ils s'en vont dans un autre pays, ils sont mieux outillés pour comprendre qu'est-ce qui représente une menace ou qu'est-ce qui représente un allié, simplement en voyant le comportement non verbal de la personne. Mais le fait de connaître ces secrets-là pour la personne, elle peut s'en servir pour manipuler aussi? C'est pas l'intention. L'intention, c'est pas de manipuler, mais c'est davantage de mieux comprendre l'autre, d'accord? S'il y a des thèmes qui m'énervent, c'est un peu comme ces gestes qui vous trahissent. Non, c'est pas les gestes qui trahissent, c'est ces gestes qui vous traduisent. Ça veut dire quoi? C'est mieux comprendre l'autre. Ben, si on est pas mal intentionné, puis je pense pas que c'est la perspective d'être mal intentionné, c'est vraiment de mieux comprendre les objections de l'autre, comprendre sa réalité, comprendre son univers, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis essayer de mieux communiquer avec lui. Oui. Parlons de votre entreprise. Vous êtes formateur, vous êtes conférencier? Oui, donc c'est ça. J'offre des formations, j'offre des conférences à toutes sortes de groupes qui s'intéressent sur le sujet puis qui veulent avoir ce qui est différent, comme l'événement qu'on vient d'avoir présentement. Ça, c'est une conférence d'1 heure et demie où est-ce qu'on a à peu près une trentaine de vidéos. Et lorsqu'on fait une journée de formation, on voit 75 vidéos peut-être. Alors, c'est bien beau de dire ça ici. Ça veut dire ça. Mais quand on le voit en vidéo, on dit « Ah oui, OK, je le vois là. » Puis ça me rappelle, c'est de la protection, ça. C'est quand on se protège, d'accord? Parce que le moi, il est ici. Donc, quand une personne va se protéger, on va voir ce geste-là qui va souvent arriver lorsqu'elle va s'exprimer. Exactement comme quand on va chez le dentiste puis que ça commence à faire mal, on cherche à quoi? À se protéger, on se bloque comme ça, on se contracte. Ouais. Donc, c'est ça, c'est des signes comme ça qu'on a la chance de voir sur des vidéos et vraiment, vraiment, vraiment pouvoir avoir la chance d'exposer à cette discipline-là. On peut généraliser les signes ou le... Je dirais qu'en général, ils ont peut-être très souvent une signification, des fois 2, des fois 3. De façon courante, il y en a généralement très peu. Donc, les gens qui vont se frotter les mains, ça va être généralement du malaise. Vous savez, au début du spectacle, on voit souvent ça. « Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. » Puis on se frotte les mains comme ça ici. « Calme-toi, calme-toi, calme-toi. » On se réconforte. Donc, ça va. Mais ça peut vouloir aussi dire « c'est la bonne affaire ». Mais dépendamment du contexte, on comprend que généralement, c'est soit du malaise ou de la bonne affaire. Est-ce que c'est différent chez l'homme que chez la femme? Pas beaucoup de gestes. C'est très peu de gestes. Les gestes des femmes vont être davantage en ouverture, en supination. Donc, ça va être des gestes qui vont être davantage, comme la femme va marcher davantage avec les poignets ouverts comme ça ici. Alors que l'homme va davantage marcher comme davantage, on appelle ça en pronation, davantage de ce côté-ci que ce côté-ci. La femme va mettre un chapeau comme ça ici, l'homme va mettre son chapeau comme ça. Pas grand-chose qui change dans le gestuel. Oui. Ouais. Pour les parents, comprendre les enfants aussi, j'imagine que c'est plus on connaît les signes non-verbaux. C'est un rapport humain, mais vous savez, vous êtes familier. Vous avez eu des enfants dans le passé? Oui. Ouais. Alors, quand on demande à un enfant, est-ce que c'est toi qui as mangé les biscuits de papa? Si l'enfant arrive et dit non. Ça, on l'a déjà vu, ça, chez les enfants. Hein? Donc, ça, c'est lorsqu'on pince la bouche, comme ça, c'est un propos qui est retenu. Ou quand la personne va mettre sa main devant sa bouche, c'est qu'elle retient un propos comme ça.
Et c'est de même dans toutes les cultures. Oui. Et donc, c'est important autant pour les parents que pour les enseignants, peut-être, ou de comprendre... Je vais vous dire, en fait, dès qu'il y a un contact humain, à la télévision, j'écoute régulièrement, tout le monde en parle. Vous allez voir des dizaines de choses qui vont vous bombarder, que le corps vous livre comme message, qui corrobore ce que la personne dit, très souvent, ou qui infirme ce que la personne dit. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que ça évolue selon les cultures ou... Enfin, il n'y a pas beaucoup de changements. Si je peux me permettre, les Asiatiques vont faire moins de gestes, il va y avoir moins d'amplitude. Alors, c'est des gens qui sont beaucoup dans le respect, donc on va voir des peuples italiens qui vont faire davantage de gestes avec davantage en amplitude, alors que les peuples asiatiques, c'est beaucoup plus concis, c'est beaucoup plus petit. Autrement, il n'y a pas de différence dans l'interprétation. Oui, il peut y avoir des gestes culturels, ne faites pas ça tout partout sur la planète, ça peut être interprété de différentes façons, mais en dehors des gestes culturels, les gestes inconscients, comme présentement je parle, mes mains bougent, j'illustre un peu mon propos, ça ne change pas. Oui. Est-ce qu'on vous demande des fois d'analyser certains comportements ou certains dires de politiciens? Ça arrive occasionnellement. C'est pas une spécialité. Il y a des gens qui le font beaucoup plus souvent que moi. Moi, j'aime bien offrir de la formation à des groupes, à des gens qui s'intéressent à ça et qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, que ce soit en négociation, en enquête ou en psychologie ou comme des parents ou n'importe qui peut s'intéresser à la communication non verbale. Il y a des gens qui sont spécialisés sur « donne-moi une bande vidéo, je vais te l'analyser, je vais te dire c'est quoi le type de caractère de la personne et tout ». C'est correct. C'est pas sur ce sur quoi je me spécialise. Oui. J'imagine que vous avez un site web. Comment on fait pour vous rejoindre, les gens qui seraient intéressés à vos services? Il y en aurait peut-être 3. Il y en a un qui s'appelle christianmartineau.com. Quelle originalité, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est synergologie-qc.ca. Donc, je répète, synergologie, c'est la discipline qui s'intéresse au non-verbal. synergologie.qc.ca, excusez-moi. qc.ca. On va finir là-bas. Ouais. Non-verbal avec tradunion.com. C'est les 3. Mais généralement, Christian Martineau, c'est la meilleure façon. Alors, Christian Martineau, merci beaucoup de cet entretien. C'est très gentil à votre part. Merci. Ce dimanche 11 novembre 2018, partout au Canada, on soulignera les 100 ans de l'armistice de 1918, commémorant les morts au combat pour toutes les guerres. Pour nous parler du jour du souvenir dans Port-Neuf, nous accueillons en studio l'ex-adjudant et maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, et notre caméraman-monteur à CJSR, membre retraité du 5e régiment d'artillerie légère du Canada à la base de Valcartier, Philippe Gignac. Alors bonsoir, Monsieur le maire. Philippe, merci de venir témoigner de tout ça. Peut-être, Monsieur Léveillé, nous parler un peu de votre carrière dans les Forces armées canadiennes. Qu'est-ce que vous avez... J'ai joint les Forces armées canadiennes en 1980. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2001, soit j'ai servi un petit peu plus de 21 ans au sein des Forces canadiennes. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Pour qui vous avez... J'ai servi au niveau du Royal 22e Régiment. C'est un régiment d'infanterie. C'est sûr que j'ai été muté à gauche, à droite. Disons, dans mes 21 ans, si j'ai servi 8 ans au Québec, c'est à peu près le maximum. Le reste, j'ai toujours servi à l'extérieur de la province et à l'extérieur du pays également. OK, donc vous avez voyagé... J'ai voyagé beaucoup. Amplement. Et est-ce que vous avez participé à des guerres? J'ai participé à 3 missions de paix, dont la première à Chypre, et puis 2 autres en Yougoslavie en 92 et en 95. OK. Est-ce que vous avez eu des compagnons d'armes qui sont décédés au combat? Durant les missions que j'ai servies, non. Il y a eu quelques blessés, oui, c'est sûr qu'il y en a eu des blessés, mais ceux qui ont décédé durant mes 3 missions, non. OK. Philippe Gignac, Philippe, tu as une vingtaine d'années d'expérience? Oui, 20 ans de service avec le 5e régiment de l'artillerie légère du Canada, c'est de l'artillerie de campagne. OK. Fait que j'ai fini là, au grade de bombardier-chef d'artillerie. Numéro 1, c'est une pièce d'artillerie. Puis lors de missions opérationnelles là, en Afghanistan, j'étais aussi sur la pièce d'artillerie et j'étais technicien d'appui-feu au poste d'observation pour l'infanterie. Alors, c'est nous autres qui... Finalement, c'est un arpenteur avancé pour envoyer le tir par-dessus l'infanterie parce que les canons sont entre 20 et 40 km en arrière du front. Fait qu'il ne faut pas se mêler, puis ça se passe vite. Oui. Toi, tu as vécu plusieurs compagnons d'armes qui sont décédés au combat. Oui, décédé au combat, ma première mission, c'était en Haïti en 96, 97.
C'était plus des accidents ou il y en a... moi, je compte quelqu'un qui est décédé au combat, c'est quelqu'un aussi qui perd la vie ou il se suicide en revenant parce qu'il a tout le temps resté en opération, il n'a pas été capable de déconnecter. En Bosnie-Herzégovine, ça a été la même chose. Par contre, moi, lorsque j'y étais, en Haïti, j'étais casque bleu. En Bosnie, on était avec le temps. Fait qu'on était avec les canons d'artillerie, puis il fallait contrôler les points de munitions pour les Serbes, les Croates, les Bosniaques. Fait que de toute façon, personne serbe, là, de toute façon. Puis en Afghanistan, en 2004 au complet. Puis la deuxième fois en Afghanistan, 2007-2008 au complet. À part les autres missions. T'sais, on a le verglas. Ça a l'air niaiseux, le verglas, là. Mais on s'est fait appeler à 10 h le soir, puis le lendemain, on était déjà là, puis on est revenu 3-4 mois après. Okay. Les inondations Manitoba. On aimait ça. On n'avait pas un mot à dire, là, parce que notre kit était tout le temps prêt. Tout le temps prêt à partir, parce qu'on était dans un arme de combat. Un arme de combat. Les premiers appelés. C'est les premiers appelés, puis il faut que ça grouille. Oui, c'est sûr. Alors, le jour du souvenir, en fait, Monsieur Léveillé, qu'est-ce que ça signifie pour vous, fondamentalement? Le jour du souvenir, il ne faut pas juste penser que le jour du souvenir, c'est toujours qu'est-ce qu'on voit à la télévision. Les premières rangées qu'on voit à la télévision, c'est les personnes en chaise roulante ou ont des difficultés de mobilité ou sont tout assis dans des chaises. Oui, c'est eux, mais c'est tous ceux qui sont en arrière jusqu'à aujourd'hui. C'est ceux qui ont servi. On ne fait pas juste penser ceux qui ont servi les grandes guerres, mais ceux qui ont servi dans des missions de paix et ceux qui ont servi ailleurs également. Ça recouvre tout ce personnel-là. Oui, on parle de militaires, mais ça regroupe aussi, il y a eu des pompiers, aussi des pompiers, la brigade canadienne, le corps de pompiers canadiens, qui a été appelé aussi durant la Deuxième Guerre mondiale, qui font partie aussi des appelés lors de la journée du souvenir. Des pompiers de quel endroit? Les pompiers du Canada? Les pompiers du Canada, ils ont été appelés de 42 à 45 pour supporter la ville de Londres lors des bombardements. Okay. Il y avait plus de 400 pompiers canadiens, dont 29 qui venaient du Québec. Qui ont servi pendant 3 ans à Londres pour éteindre les feux. Philippe, pour toi, qu'est-ce que ça signifie le jour du souvenir? Pendant le service, quand on était plus jeune, au début 90, là, on se sentait comme une obligation à aller là, t'sais, parce que là, il ne fallait pas bouger. Le mois de novembre faisait fret, on avait un tour maximum. Fait que là, c'était comme, là, il faut y aller, c'était une obligation à y aller. Puis au fur et à mesure que ton service, il prend de l'ampleur, puis là, tu vois du monde qui part. Il y a du monde qui ne reviennent pas. Il y a du monde qui sont morts en exercice. J'ai vu du monde, pas vu, mais il y a du monde qui sont en exercice la nuit, qui ont mis le tente, sont fait écraser par un tank. Lui, le tank, lui, la nuit, il ne met pas de lumière, là, il est tactique. Alors, il y a des blessés, des crises de verglas, il y a eu des blessés. En Haïti, il y avait les policiers de New York, de la France, il y avait des policiers de la Sûreté du Québec, leur CMP, la police montée canadienne qui était là. Alors, c'est tout ça qui englobe, puis je pense que le jour du souvenir, c'est le respect pour la valeur humaine, pour ceux qui ont qui sont là. Qui aient 20 ans ou qui aient 80 ans, on a tous vécu à différents niveaux. On a tous vécu quelque chose à différents niveaux. Oui, je pense que oui. Parce que l'histoire est toute pareille. C'est juste que la situation, elle change, là, les histoires. Oui. Comment on vit le 100e, justement, de l'armistice dans Portneuf? Cérémonie le dimanche? La cérémonie le dimanche, oui. Depuis 2015, à Donnacona, on a un monument qui est réservé aux anciens combattants. Il a été inauguré en 2015, en novembre 2015, lors des célébrations du 100e anniversaire de la ville de Donnacona. Et puis la tradition, à partir de cette journée-là, a toujours été suivie. Et puis dimanche, il va y avoir un service religieux de 9 h le matin. Et après le service religieux,
tout le personnel, dont les pompiers, les cadets, dont 3 corps de cadets, les anciens militaires, les militaires présents, la GRC, les membres de la Légion. Ils vont avoir un cortège qui va être formé dans le stationnement de l'église Sainte-Agnès à Donnacona. Et puis, on va se déplacer jusqu'au monument dans le parc Donnacona. À partir de là, la célébration va commencer à 11 h, qui devrait durer environ de 20 à 30 minutes. De 20 à 30 minutes. Vous attendez quand même pas mal de personnes? 250 à 300 personnes. Quand même, oui. Et Philippe, tu seras présent, j'imagine, à cette cérémonie? Bien, c'est sûr, certain que je vais être présent parce que je vis dans la région de Portneuf depuis plusieurs années. Ouais. Puis il y a beaucoup d'anciens combattants ou de vétérans qui vivent dans la région de Portneuf parce qu'ils veulent relaxer, ils veulent le calme, ils veulent plus avoir de stress, ils ont leur maison, ils font leurs petites affaires. Puis là, ils veulent pas manquer le jour du souvenir, hein, sauf que là, soit qu'ils vont à Valcartier, soit qu'ils vont à la Citadelle. Pour eux autres, ça vient long une journée, là, parce qu'en plus qu'on a des images, on pense à du monde qu'on a perdu. Mais en mettant ça à Donnacona, moi, je pense que c'est la meilleure des deux mondes. Puis je pense que c'est en cause de ça qu'il va y avoir un gros succès, parce que le monde va dire c'est à côté. Puis j'en connais pas beaucoup d'anciens combattants qui disent « Moi, le jour du souvenir, là, ça m'importe quoi. » Non, j'imagine. Ça reste quand même une cérémonie qui va être quand même très sobre. C'est sûr qu'on s'est basé sur les cérémonies du système militaire. C'est sûr qu'on passe en côté. Ouais. Mais on suit quand même le protocole d'une cérémonie militaire qui se déroule à Valcartier ou à la Citadelle, mais est beaucoup plus courte et beaucoup plus simple chez nous. Ouais. Mais il va y avoir des représentants des différents gouvernements également qui vont à la place. Qui vont être présents. Qui vont être présents. Et dans l'après-midi, à Saint-Raymond, il y aura aussi une cérémonie, en fait, à l'église. Hein? Bien, finalement, là, la Société du patrimoine. La Société du patrimoine organise une messe à 14 h à Saint-Raymond pour le 100e de l'armistice. Oui. Alors, ils ont fait venir un livre, d'ailleurs, d'Ottawa. Oui, ils ont fait des photocopies du jour de l'armistice, des photocopies prises aux archives à Ottawa, puis ils vont l'amener à l'église. Je pense, là... un 100e anniversaire, là, ça se manque pas. Là. Je pensais jamais penser à ça, mais à l'armistice au 100e anniversaire, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Alors, peut-être un petit rappel, dimanche le 11, à partir de 9 h. À partir de 9 h, la cérémonie religieuse commence à 9 h. Oui. On s'entend que la cérémonie religieuse va durer environ 40 à 45 minutes. Et après, c'est la formation du défilé, pour le défilé, pour se rendre au monument pour 11 h. Alors, Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, merci beaucoup. Merci. De cet entretien ici en studio. Philippe Gignac, merci de ce témoignage et à bientôt. Merci, Michel. À très bientôt. Alors, les sorties culturelles de la semaine avec David Alexandre après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Trois jours de musique traditionnelle et folklorique sont au programme au Carrefour municipal de Portneuf ce vendredi 9 novembre jusqu'au dimanche le 11 novembre. C'est dans le cadre de la 10e édition du Festival des tambours de Portneuf. La soirée débute vendredi à 20 h par le concert des Voyageurs, David Simard et David Roy qui offriront un répertoire de musique varié québécois et acadien. Ce sera suivi de Steve Normandin qui chante et raconte la Bolduc à 21 h.
3 concerts auront lieu samedi après-midi. D'abord, celui qui joue de l'accordéon, Jérémy Plot de Saint-Basile, va donner le coup d'envoi à 13h30, suivi du violoniste Olivier Légaré. À 15h30, ce sera le trio Les Promeneurs, composé de Capucine Maldague, Martin Aucoin et Philippe Gay. Ce dernier animera d'ailleurs l'atelier des tambours à Mayoche. Toujours le samedi, cette fois en soirée, après le souper, il y aura concert de Jean-Claude Ticot et Denis Pépin. À 21h, ce sera les Lemieux. Et enfin, pour terminer la soirée, il y aura un jam où tout le monde pourra participer. Dimanche, ce sera une danse calée par Normand Legault et les Lemieux. Au cinéma Alouette, Dr Seuss le Grincheux prend l'affiche ce soir. Dans ce film d'animation du temps des fêtes, le Grinch habite dans une caverne au sommet d'une montagne située près du village de Wouville. À l'approche de Noël, le Grinch doit bien malgré lui se rendre au village pour y faire des provisions. Les préparatifs des fêtes vont bon train et le Grinch est bien décidé à gâcher cette fête de Noël. L'humoriste P.A. Méthode sera en rodage vendredi et samedi prochain au Centre communautaire et culture de Saint-Marc-des-Carrières. La soirée du samedi 10 novembre est toutefois complète. L'admission est de 40 $ et vous pouvez obtenir vos places au paméthode.com puisqu'il reste encore des billets pour la soirée de vendredi le 9 novembre. On dit que P.A. Méthode est un raconteur hors pair attachant et hilarant. À compter de l'hiver 2019, il parcourra le Québec avec son deuxième one-man show, Faire le beau. Un colloque citoyen sur les paysages de Portneuf va se tenir ce samedi dès 9h au Moulin-Marcoux. L'événement constitue la deuxième étape de la démarche de consultation citoyenne sur les paysages. Ça permettra entre autres de planifier le développement du territoire. Dimanche le 11 novembre, le groupe The Bars Brothers sera de passage au Moulin-Marcoux de Pont-Rouge. Le groupe montréalais formé des frères Andrew et Brad Barr offre une musique folk alternative aux accents tantôt rock et tantôt blues. Leur approche musicale est méthodique et fantaisiste. En première partie, vous aurez l'occasion d'entendre le band de La Force. Les billets sont en vente au coût de 45 $ au www.moulinmarcoux.com. La soirée débute à 20h. Et la saison des marchés de Noël est bel et bien débutée. Le prochain aura lieu les 17 et 18 novembre à Saint-Marc-des-Carrières. Ce sera la foire aux artisans. Ce sera suivi du Noël d'antan à Cap-Santé du 23 au 25 novembre. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. À la suite du décès de Roger Pagé, le 12 octobre 2017, le club Lion de Saint-Raymond a pris une pause d'1 an pour la présentation de sa traditionnelle pièce de théâtre. Les membres de la troupe ont repris la scène et présenteront une pièce de théâtre au mois de janvier prochain. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Joanne Simard, comédienne, et Yves Moisan, directeur artistique. Merci à vous deux d'être en studio avec nous ce soir pour nous en parler. Peut-être, Yves, vous êtes directeur artistique, en fait, là, de la pièce de théâtre? Oui. C'est nouveau en fait, comme rôle? Ou... En fait, c'est un rôle que Roger jouait auparavant, sans avoir le titre, parce que Roger était également comédien. Ouais. Et occupait également ce rôle-là de façon non officielle. Oui. Et donc, cette année, étant donné qu'il est absent, je veux dire, c'est moi qui ai pris la relève. La relève. Mais vous n'êtes pas comédien, par contre. Je ne suis pas comédien, non. Vous n'êtes pas sur le plateau, là. Cette année, je suis chanceux parce que j'ai une très bonne équipe avec Marjolaine Bédard qui revient à la mise en scène. OK. Et avec l'équipe de comédiens dont Joanne va nommer les noms tout à l'heure, une équipe de comédiens aguerris. Ouais. Donc, pour moi, le principal rôle, ça a été de choisir justement, de travailler à choisir les comédiens et comédiennes et les metteurs en scène. Oui. Vous faites partie de la direction aussi du Club Lion? Moi, oui. Je fais partie du conseil d'administration. J'ai été président... Pendant quelques années? Oui, j'ai été président à 4 occasions. Oui.
Joanne, vous êtes comédienne depuis un bout de temps ou ça fait? Depuis un certain temps, oui. En fait, depuis 2002. OK, depuis 2002. Depuis 2002 que je joue dans toutes les pièces. Alors cette année, ben, je serai toujours on sera entouré de... On est 8 comédiens, en fait. 4 hommes, 4 femmes. OK. Dont, chez les femmes, Marie-Élise Jouston, Annie Moisan, et puis, j'en oublie, Ginette Bédard et moi-même. Chez les garçons, ben, Benoît Moisan, Sylvain Fizette, Jocelyn Laure et Gérald Paquet. Des habitués, quoi, comme à chaque année. Ben oui. Une pièce drôle. OK. Une pièce drôle sous un thème un peu de l'opéra. Fait que qui dit opéra dit Italie. Alors, il y aura une petite touche italienne. On est très fébrile, très heureux de revenir. Je pense qu'on revient en force. J'imagine, après un an, hein, oui, ça devait faire drôle, justement, après 25 ans. Ça fait 25 ans. C'est-à-dire que le Club Lion existe depuis 35 ans. On va fêter 35 ans en mai 2019. OK. Et la pièce de théâtre, on a commencé à jouer le théâtre en 86. Lors du premier souper bénéfice, nous avions joué une pièce de théâtre qui devait durer 20 minutes, qui en fin de compte en a duré 50. Quand même. Mais ça a commencé là. Et depuis ce temps-là, il s'est joué 25 pièces de théâtre comme levée de fonds de notre club. Ténor recherché, c'est le titre, en fait, de la pièce. Qui a écrit cette pièce-là? C'est un Américain, Ken Ludwig, et la pièce a été adaptée naturellement par Benoît Brière, parce que ça a été joué, en fait, Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin à Terrebonne. Alors, ils ont quand même un répertoire assez intéressant. Et Roger Pagé, qui nous a quittés, les avait rejoints. Alors, on avait obtenu les droits d'auteur, etc. Ouais. Donc, on revient en force, là. J'imagine que vous avez commencé à pratiquer. Les répétitions vont bon train, ça va très bien. Où vous faites vos répétitions? On est toujours au centre multifonctionnel. Okay. Et donc, la pièce débutera en janvier. Les dates... En fait, 11, 12, 18, 19, 25, 26. OK. Il y aura des affiches. Les billets sont en vente à la pharmacie. Beau cadeau de Noël. Ben oui. Et cette affiche sera disponible un peu partout, j'imagine, au cours des prochains jours. Effectivement, ça va être distribué dans une 60aine de places. Oui. Parlons du Club Lion, en fait, parce qu'il faut dire que cette pièce de théâtre, c'est une campagne de financement, quelque part, importante là, pour le club. Là. Effectivement, c'est une de nos 2 principales levées de fonds. Oui. Nous avons le comité des chefs en mars et la pièce de théâtre, comme je disais tout à l'heure, la 25e que nous avons comme levée de fonds. Et dans les dernières années, depuis que nous sommes au centre multifonctionnel et avec l'équipe de théâtre que nous avons actuellement, on peut dire que les revenus sont très importants parce que je pense qu'en moyenne, on a eu quelque chose comme 15 000 $ de revenus nets pour les 6 ou 7 dernières pièces de théâtre. Ouais. Donc, c'est de l'argent qu'on peut utiliser pour vos œuvres. Pour nos œuvres. Vos œuvres, c'est quoi exactement? Quelles sont les principales œuvres? C'est assez répandu maintenant. Oui. Disons, le Club Lion, les Clubs Lion, c'est international. C'est le plus gros club de service au monde. Et dont l'activité première est la lutte contre la cécité de toutes les façons. Donc, c'est sûr que dans notre milieu local, on aide beaucoup de gens démunis qui ont moins les moyens financiers pour les examens de la vue, les lunettes. Mais ça ne se résume pas à cela. Nous aidons également les gens âgés et les jeunes. Depuis une dizaine d'années, nous avons plus axé nos œuvres vers la jeunesse, puisque avec nos levées de fonds qui vont très bien, avec le comité des chefs et la pièce qui vont très bien, donc nous avons plus de ressources, plus d'argent à distribuer. Et c'est ainsi qu'on a embarqué dans plusieurs dossiers spéciaux, dont le camp Portneuf au Lac-Sept-Îles, le défi Pierre Lavoie pour les écoles primaires, secondaires de Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond. Et également Jeunesse à l'ouvrage,
Également le comité d'aide à l'étudiant de l'école secondaire Louis-Jobin. OK. Et ainsi de suite. Ouais. Joanne, vous êtes membre Lyon aussi? Je suis membre Lyon. Est-ce que tous les comédiens sont membres Lyon? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, c'est pas... OK. Et peut-être, rappelons justement, là, les billets seront en vente à partir de quand? À partir du 13 novembre. OK, à partir du 13 novembre, dans différents endroits, autant à Saint-Raymond qu'ailleurs aussi? En fait, non, à la pharmacie Uniprix. Juste à la pharmacie? OK. Oui. À quel coût? Alors, le premier soir, il sera à 18 $. OK. Et les autres représentations à 23 $. OK. La première... est à 18 $. Est à 18, oui. OK. Oui. Et est-ce que vous prévoyez une supplémentaire ou à chaque année, il y a une demande assez forte? Il y a une demande très forte, mais on est coincé avec un peu l'organisation du centre multifonctionnel qui a déjà réservé plusieurs salles. Ouais. Est-ce que ça nécessite de bons décors? Oui. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir à peu près, là, en gros? Il y a des surprises? Ça se passe dans un hôtel. Ça se passe dans un hôtel. Ça se passe dans un hôtel. Ouais, ça se passe dans un hôtel, oui. Oui, c'est ça. C'est l'avant-scène, avant l'opéra, en fait. C'est tous les quiproquos et les dilemmes. Ça risque de vraiment plaire parce qu'il y a beaucoup d'action. Vraiment, avec l'Italie, quand on parle de l'Italie, c'est chaud. C'est ça. Alors, Alors on invite les gens donc à aller voir Ténor Recherché du Club Le Lyon, Théâtre Lyon. Merci beaucoup, Joanne Simard. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup, Yves Moisan. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que maintenant, vous pouvez acheter vos billets et vous avez votre siège réservé. OK. C'est un bel avantage. Donc, vous pouvez acheter vos billets à l'avance et choisir vos places. Parfait. En achetant votre billet. Yves Moisan, Joanne Simard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. L'opération Nez Rouge Portneuf revient pour une 10e année et offrira un raccompagnement sécuritaire à toute personne qui aurait les facultés affaiblies par toutes sortes de substances ou trop fatiguée pour conduire un véhicule. Des équipes de bénévoles seront disponibles gratuitement durant 8 soirées, les vendredis et samedis 30 novembre et 1er décembre, les vendredis et samedis 7 et 8 décembre, les vendredis et samedis 14 et 15 décembre, ainsi que les jeudis et vendredis 20 et 21 décembre. Tous les dons de l'opération seront remis à la Fondation Mira, qui s'est engagée depuis 9 ans à donner un chien d'assistance à un enfant de la région atteint du trouble du spectre de l'autisme en 2019. Il en coûte environ 30 000 $ pour entraîner un chien d'assistance. Depuis 2009, Mira a accumulé un montant total de 107 120 $ provenant des dons de l'opération Nez Rouge. La coordonnatrice et chargée de projet, Marilyn Vigneault, nous décrit l'opération et les statistiques de transport en 2017. Opération Nez Rouge Portneuf, en fait, on va chercher les gens dans Portneuf, mais on peut aller les porter à l'extérieur de Portneuf. Donc, par exemple, quelqu'un qui nous appelle de Saint-Raymond puis qui veut aller à Québec, on fait ça. L'inverse, non. C'est vraiment Opération Nez Rouge Québec qui va ramener la personne dans Portneuf, mais c'est vraiment tout le territoire qu'on va couvrir. Et comme vous voyez, vraiment, nos plus grands utilisateurs, c'est les plus grands centres aussi, là. On parle de Saint-Raymond, Donnacona et Pont-Rouge, qui sont vraiment ceux qui nous font le plus d'appels. Mais voilà, c'est quand même une belle répartition partout sur le territoire. Il est possible de s'inscrire comme bénévole en ligne. Il s'agit de se rendre sur le site web opérationnezrouge.com, choisir la province de Québec et la région de Portneuf. Chaque inscription donne droit à une participation au tirage d'un voyage en Belgique pour 2 personnes, gracieuseté de la brasserie Labatte. La centrale de l'opération Nez Rouge Portneuf demeure les locaux de la Fondation Mira à Neuville. Les employés d'Alcoa, fidèles depuis les débuts, ont formé 14 équipes de 3 bénévoles et prendront d'assaut la soirée du vendredi 14 décembre. Des élus de la MRC de Portneuf feront leur part le vendredi 7 décembre et les employés des caisses Desjardins du Grand Portneuf offriront le transport le samedi 15 décembre. Dans le cadre de leur partie des fêtes, les employeurs sont invités à donner un coupon de raccompagnement à leurs travailleurs moyennant un don à Nez Rouge sur la scène nationale. Il s'agit de la 35e année de l'opération Nez Rouge et l'humoriste François Bellefeuille a accepté d'être le porte-parole 2018. Écoutons justement la publicité télé qui a été produite. C'est moi le porte-parole de l'opération Nez Rouge. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'opération Nez Rouge parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. Tu sais quoi, tu l'aimes pas mon slogan?
C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération Nez Rouge, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf revient pour une deuxième année avec son concept Reste en vie 2.0 qui vise à initier la population sur les gestes à poser en cas d'urgence et les manœuvres de réanimation avec l'aide d'un défibrillateur. Pour cette deuxième année, la Fondation a décidé de développer 3 activités intergénérationnelles dont la première se tenait ce jeudi au centre d'hébergement de Donnacona. Des élèves de niveau primaire et des aînés qui fréquentent le centre de jour ont pu suivre une formation donnée conjointement par l'entreprise FPS, Formation Prévention Secours, et les instructeurs paramédicaux du CIUS de la capitale nationale. 2 autres activités du genre se tiendront après les fêtes. Les 8 000 $ amassés par la Loto Évasion au printemps dernier ont permis à la Fondation d'installer 5 nouveaux défibrillateurs accessibles à la population dans les 5 centres d'hébergement de Portneuf, Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Raymond. La Fondation a investi au total 8 600 $ et les cabinets où sont entreposés les défibrillateurs ont été fabriqués gracieusement par ProMétal Plus. Une vidéo promotionnelle est disponible via la page Facebook, la chaîne YouTube et le site web de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Écoutons un extrait. Les membres de l'Association du Parti Québec solidaire Portneuf ont élu Odile Pelletier, ex-candidate aux dernières élections, et Éric Trudel comme porte-parole du parti dans Portneuf en vue des prochaines élections provinciales dans 4 ans. Les membres du comité électoral de Québec solidaire Portneuf se sont réunis le 27 octobre dernier pour faire un bilan de la dernière campagne électorale et assurer une présence sur le terrain au cours des 4 prochaines années. Les résultats obtenus par Québec solidaire lors des dernières élections encouragent les membres du parti à mieux faire connaître leur position et l'élection de Émilise Lessard-Terrien dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue brise le préjugé que Québec solidaire ne peut faire des percées en région. Rappelons que dans Portneuf, le pourcentage de vote a presque triplé pour Québec solidaire, passant de 3,92 % à 11,42 % et a atteint la 3e place. Se tient cette semaine du 4 au 10 novembre la Semaine nationale des proches aidants. Cette année, les différentes associations d'aide aux proches aidants ont choisi le thème « Parce que nous serons tous proches aidants » pour sensibiliser la population et les décideurs sur l'importance de reconnaître le rôle des proches aidants au quotidien et se préparer à le devenir un jour. Les proches aidants sont présents 365 jours par année auprès d'une personne aînée sans compter leur temps et parfois même en s'oubliant. On estime le nombre à 1,7 million de proches aidants au Québec. La directrice générale de l'organisme L'Appui Capitale Nationale pour les proches aidants d'aînés, Emmanuelle Laliberté, rappelle que les proches aidants d'aînés qui habitent dans la région de la Capitale Nationale, dont Portneuf, peuvent compter sur les services de différents organismes. Alors, il s'agit d'aller sur le site web, en fait, de l'organisation l'appui.org. Et un petit mot pour dire que le camembert de Portneuf de la fromagerie Alexis de Portneuf à Saint-Raymond et le Deschambault, produit par la fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines, ont remporté un prix lors de la 20e édition du concours des fromages du Québec, sélection Casius. Le camembert de Portneuf est un fromage à croûte fleurie de lait de vache et le Deschambault est un fromage à croûte lavée, mixte ou naturelle, pâte de demi-ferme de lait de brebis. Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui se tenait le 1er novembre dernier à Québec, au Musée de la Civilisation. Cette année, un record de 236 fromages ont été inscrits par 47 fromageries en avril dernier, marquant les 20 ans du concours.
Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même que Tony à la caméra sur le terrain et au montage. Merci à vous, à la maison, de nous suivre à chaque semaine. Et on se laisse avec des images du piquetage des employés de Poste Canada devant le bureau de poste à Saint-Raymond lundi dernier. Alors, bonne semaine!